Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la station spatiale Mir. On a tendance à l'oublier, mais c'est en partie grâce à elle que l'ISS existe. Notre histoire commence dans les années 80. Les stations Salyut se font vieilles et les États-Unis se concentrent sur les missions de navettes spatiales pour l'envoi de satellites commerciaux dans l'espace. Du côté russe, ils lancent dans la même période la station qui succédera à Salyut 6, qui est Salyut 7. Mais après la mise en service de cette dernière, les Russes pensent déjà à l'après. Il leur faut une station qui soit beaucoup plus grande que les Salyut et qui puisse avoir plusieurs ports d'amarrage pour pouvoir accueillir différents vaisseaux Progress ou d'autres modules en tout genre. Car il ne faut pas l'oublier que la station spatiale Mir est la première à être assemblée en plusieurs morceaux. Car en effet, là où les stations Salyut et Skylab du côté américain étaient lancées en un seul bloc. Pour Mir, ça va être un peu différent. En effet, elle va être assemblée en plusieurs morceaux, mais c'est surtout au niveau de la durée. Là où une station comme Skylab et Salyut, la durée et la construction s'étalaient sur plusieurs mois, là, pour l'assemblage de Mir, la construction va s'étaler sur plusieurs années. Maintenant, observons un peu les plans pour se rendre un peu plus compte de la taille de la station. Elle n'est pas vraiment grande ni spacieuse et un peu plus petite qu'une navette spatiale américaine, mais c'est notable quand même. On y retrouve 5 modules qui ont été assemblés entre 1986 et 1996 sur une période de 10 ans au total. Au centre, on y retrouve le module central de Mir, DOS-7, Gvant 1 et 2, Spectre, Priroda, et j'en passe, et on va essayer un peu plus d'étoffer la liste pour quand on va décrire la station. Tous ces modules ont tous un rôle à jouer dans le fonctionnement de Mir. DOS-7 est le centre de toute la station. On y retrouve un compartiment de vie avec plusieurs couchettes et des instruments sportifs pour entraîner les astronautes aux effets néfastes de la pesanteur. Ce module est vraiment impressionnant au niveau de sa taille et de ses capacités. À l'avant, on y retrouve un nœud d'amarrage pour pouvoir accueillir les futurs modules et à l'extérieur, on retrouve 2 panneaux solaires rotatifs. Ensuite, on a Gvant 1 et 2. Gvant 1, premier du nom, est destiné à la réalisation d'expériences scientifiques, contrairement à Gvant 2 qui lui est dédié à toute autre chose que des expériences scientifiques. Il est utilisé pour faire des sorties extravéhiculaires et au stockage des combinaisons Orlan qui étaient les combinaisons pour faire des sorties à l'époque de l'URSS. On continue avec le module Crystal. C'est un module pour travailler sur les métaux, l'étude du rayonnement cosmologique et des plantes. Ensuite, on retrouve un autre module, mais qui est très important quand même, le module Spectre. Il a comme fonction d'être lui aussi un module scientifique, mais pour l'observation de la Terre. Il est équipé de 4 panneaux solaires qui sont responsables de la moitié de l'alimentation de Mir. Pour finir, il y a le dernier module scientifique et qui achèvera la construction de Mir en 96, Priroda. Il fait globalement le taf de Spectre et de Crystal, mais en mieux. Cependant, la situation économique et politique de l'URSS va influencer le programme spatial soviétique et le cours de l'histoire de Mir. Pour le comprendre, il faut revenir dans les années 60-70. À ce moment-là, le pays est littéralement à bout de souffle. Et au niveau économique, ce qui va conduire à l'annulation complète du programme lunaire N1 mené par Sergei Korolev à cette époque par manque d'argent. Les Russes se voient dans l'obligation de ne plus pouvoir envoyer de cosmonautes au-delà de l'orbite basse. Mais à Moscou, le régime est encore mis à mal par plusieurs révolutions qui aboutiront à la dissolution de l'URSS. Le site de Baïkonour se retrouve menacé, car ce dernier se situe hors de la Russie, au Kazakhstan plus précisément, qui prendra lui aussi son indépendance comme toutes les ex-républiques de l'URSS d'aujourd'hui, et finalement un accord est trouvé pour laisser le site de Baïkonour aux Russes pour un certain temps et une certaine durée. La disparition de l'URSS va permettre un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, ce qui va donner naissance au programme Shuttle Mir. Ce nouveau programme consiste à faire globalement voyager des astronautes et des cosmonautes à bord de Soyouz ou de navettes spatiales à destination de Mir.
mais aussi de faire voyager d'autres astronautes du continent européen, comme Jean-Loup Chrétien par exemple. On aura le droit à un record de durée dans l'espace à bord de Mir, réalisé par Valérie Polyakov, cosmonaute russe. Il y aura aussi le premier amarrage entre une navette et Mir lors de la mission STS-71. Le programme ne consiste pas seulement au ravitaillement et à l'envoi d'équipage pour la station. Le but est aussi de préparer les futures technologies, les procédures d'amarrage, etc. qui seront présentes à bord de l'ISS. C'est aussi au même moment que cette dernière commence à être assemblée, faisant de l'ombre petit à petit à la station spatiale russe qui arrive tout petit à petit à ces derniers instants. Elle commencera petit à petit à se désorbiter et il n'y aura plus que de simples Soyouz qui viendront la visiter pour que quelques années plus tard, elle finisse par se désintégrer dans l'atmosphère sur Terre, au point Nemo, là où reposent tous les déchets spatiaux. Au final, la station a perduré pendant plus de 10 ans. Mais le plus important de tout ça, c'est qu'elle a été le point de rassemblement entre les différentes nations et qui marque la fin de la guerre froide et le début de la coopération entre les deux superpuissances dans le monde à cette époque. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis surtout à lâcher un petit commentaire pour dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et surtout n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. À la prochaine.